Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout et très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Alors connaissez-vous l'auto-hypnose ou le pouvoir que vous pouvez avoir sur vous-même grâce à l'hypnose? On vous en parle. Ensuite, nous parlerons d'attachement maternel. Est-il aussi naturel, mythe ou réalité? On testera pour vous un cours de danse créative. Et puis pour finir, peut-on préserver sa fertilité face au cancer? On retrouve tout de suite les invités et on démarre l'émission. Bienvenue. Merci à vous d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis très heureuse de retrouver mes invités aujourd'hui qui ont accepté de faire l'émission avec moi. Alors vous la connaissez surtout avec sa casquette de coach scolaire. Aujourd'hui, c'est l'hypnothérapeute qui est avec nous, Maryam Zaïm, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Toujours et un plaisir d'être là. l'auto-hypnose, justement tout à l'heure, Dr Senhajis vous disiez, il va falloir faire attention à vous aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment on peut s'auto-hypnotiser et à quoi ça sert. Oui. Aujourd'hui, on sait que l'hypnose va très loin. On peut carrément opérer sous hypnose au lieu d'anesthésie. On posera la question au médecin, voir ce qu'il en pense véritablement. Mais voilà, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir, Maryam. Alors, Maysoun Rahmani, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Pareil. Vous êtes spécialiste en accompagnement périnatal et avec vous, on va parler d'attachement maternel. Est-ce que c'est simple, naturel, mythe ou réalité? Eh bien, comment se retrouver dans tout ça? Et comment faire en sorte que cet attachement se mette en place de façon, on va dire, fluide et naturelle? On en parlera avec vous. Et durable, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il est là, peut-être qu'il ne va pas rester à vie. Enfin, non, si, mais c'est juste que voilà, c'est une construction qui va se faire petit à petit dans le temps, qu'on va réadapter. Enfin, c'est tout un chemin. C'est ça. Eh ben, on va découvrir tout ça avec vous. Et le docteur Wassim Senhaji, bonjour docteur, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors merci malheureusement, c'est un plaisir de vous recevoir. Malheureusement, face à la recrudescence des cancers, on est obligé de parler de ce sujet. Préserver sa fertilité face au cancer, notamment chez des personnes atteintes à un âge relativement jeune. Comment faire en sorte que, malgré la maladie, on puisse procréer? Eh bien, nous allons voir tout ça avec vous en détail. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. C'est moi. Très bon dimanche à vous, très bon réveil. J'espère que vous êtes bien installés, que les sujets vous tentent et vous intéressent. On y va tout de suite pour l'auto-hypnose. Alors, Maryam Zaïm, vous nous avez proposé il y a quelques semaines déjà ce sujet parce que vous avez vous-même, on peut le dire aux téléspectateurs, je crois qu'on se dit tout et ils vous connaissent très bien. Ils vous connaissent très bien depuis quelques temps déjà. Vous avez perdu pas mal de poids. Oui. Et vous m'avez dit, c'est grâce à l'auto-hypnose. Tout à fait. C'est ça. En grande partie. En grande partie grâce à l'auto-hypnose. Et c'est ce qui nous a poussé à faire cette émission aujourd'hui. Tout à fait. Alors, comment fonctionne l'auto-hypnose de façon scientifique? On a un reportage, on le regarde ensemble avec un grand spécialiste international qui a déjà fait le déplacement dans notre studio. Et on revient pour en parler avec vous. Parfait. On va dire le cas d'école. Parfait. On y va? On y va, on regarde. L'auto-hypnose, c'est un état modifié de conscience qui devient un état de conscience modifié. Quand on est dans la lune, on n'est pas dans l'état présent. On est intériorisé, on est en train de penser à autre chose, on a un dysfonctionnement avec l'extérieur. Un état de transe hypnotique en auto-hypnose, c'est un état de conscience modifié. On n'est plus dans l'état présent, on est dans l'observation sans aucune attente. Ça nous permet de nous dissocier de nos émotions, nous dissocier des comportements qui ne nous conviennent plus pour trouver d'autres solutions et d'autres possibilités. Si on fait de l'auto-hypnose très profonde, la seule chose qui peut arriver, c'est de s'endormir. Donc il n'y a absolument aucun danger. En auto-hypnose, on va aller chercher un changement émotionnel. Ça s'apprend. Il faut déjà définir notre objectif à atteindre, c'est le vivre, c'est travailler sur nos croyances, c'est travailler sur nos valeurs et nos comportements. Et puis petit à petit, on va apprendre à se créer soi-même notre schéma pour aller en transe. Moi, je conseille de suivre des cours. Chaque professionnel a une façon d'accompagner l'auto-hypnose. Il faut avoir confiance à la personne qui nous accompagne. On peut aller voir un hypnologue qui va nous aider justement à trouver notre schéma en sécurité. Et puis, à partir de là, se faire confiance et lâcher prise. L'inconscient, c'est le technicien. C'est celui qui sait faire et qui fait automatiquement nos comportements chaque jour. Si on veut qu'il change de comportement, il faut lui signifier. Il ne suffit pas de lui dire, il faut qu'il le vive, le changement qu'on recherche. En toute sécurité,
Tu sais que je suis avec toi pour t'apprendre à aller chercher cet espace. Ta respiration est plus forte, comme si tu flottais, comme si tu volais. Les bras vont s'étendre complètement comme un super-héros. Repère le chemin que tu es en train de faire. Plus les bras s'élèvent, plus tu vas vite. Plus tu vas vite, plus tu as le contrôle. Tu retrouveras un équilibre. Une respiration plus profonde, agréable. Retrouver une énergie en touchant le sol et prendre une profonde inspiration et ouvrir les yeux pour revenir avec moi, ici et maintenant, avec toute l'énergie nécessaire d'un travail qui a déjà commencé. Comment c'est agréable, Mehdi? Je flotte encore un peu. Ouais. Ça picote un peu encore au niveau des bras, des mains encore un peu. De l'émotion qui monte, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça te permet de faire quand tu es dans ce contrôle? Je me sens super bien. Waouh! Exactement comme j'aimerais me sentir tout le temps, quoi. C'est vraiment très, 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 très agréable. Et tu l'as fait tout seul. Je t'ai juste accompagné pour que tu découvres cet espace. Ouais, effectivement. Alors tu vas pouvoir le répéter régulièrement. Puis tu me tiens au courant. Ça marche. Ça marche? Je te remercie 1000 fois. Merci à toi, Mehdi. Merci à toi, merci pour cette sensation. Alors justement, Maryam Zaïm, avec vous, on va essayer de comprendre comment, en fait, ce qu'on vient de voir à l'instant, le jeune homme a été guidé par le spécialiste, mais ensuite il lui propose de pouvoir refaire ça tout seul. Comment on peut y arriver? Alors déjà, il faut comprendre que l'auto-hypnose ou l'hypnose en général, c'est un état de transe. En auto-hypnose, comme en hypnose, cette transe qu'on vit quotidiennement plusieurs fois par jour, chacun d'entre nous, sans s'en rendre compte, c'est quelque chose, c'est un état complètement naturel. On va l'orienter, on va mettre un objectif pour vivre cette transe. Au lieu, alors je vais juste expliquer un petit peu cet état de transe dont je parle, qui nous arrive au quotidien. L'exemple le plus commun, c'est quand on est dans la voiture, on conduit. À un certain moment, notre conscient, il part quelque part. On peut être sur une longue route ou même en ville et il y a un certain moment où on fait un coup de frein, où on fait une manœuvre rapide et on se rend compte que consciemment, on n'était pas là. C'est quelque chose d'autre qui a fait qu'on puisse réagir de cette manière. C'est notre inconscient qui a fait qu'on réagisse à ce moment-là, il a d'ailleurs une rapidité extraordinaire, c'est un laps de temps, on ne se rend même pas compte. Si on avait à le faire consciemment, ça aurait été peut-être un peu plus complexe. Donc, notre inconscient, il est toujours là. Et il y a comme une petite barrière moi je dirais un peu translucide entre le conscient et l'inconscient. Notre conscient est là, quand moi je te parle, là il y a mon conscient qui est là, je suis consciente d'être sur le plateau, mais mon inconscient il est aussi présent et si je me permettais de me laisser aller un petit moment... On ne peut pas là. On ne peut pas, mais si alors les personnes qui sont avec nous, par exemple, qui nous écoutent, peuvent être là et se laisser aller dans cet état autre qui n'est pas à 100% le conscient. Donc c'est le jeu entre ces deux états-là. Entre le conscient et l'inconscient. Exactement. Mais comment on peut faire ce va-et-vient entre le conscient? Comment on peut aller vers l'inconscient avec un objectif? Par exemple, vous avez perdu du poids et les téléspectateurs peuvent revenir aux anciennes émissions qu'on a pu faire avec vous et voir la différence. Oui. Elle a toujours été magnifique, mais encore plus magnifique. En fait, comment on contrôle ça? D'accord. Parce que c'est une forme de contrôle. Alors, pour la perte de poids, c'est un processus un peu plus complexe. Il n'y a pas que l'auto-hypnose, parce que ce serait mentir de dire aux gens qu'il n'y a que l'auto-hypnose qui nous donne ce résultat. Par contre, l'auto-hypnose a été un outil nécessaire et extraordinaire dans ma perte de poids. Pourquoi? Parce que ça m'a facilité quelque chose qui, normalement, est beaucoup plus... Gérer les frustrations. Gérer les frustrations, changer la relation par rapport à la nourriture. Au fait, le processus, c'est que d'abord, on a avec n'importe quelle problématique. Là, en l'occurrence, c'est la perte de poids. Mais ça peut être la gestion de stress, ça peut être la prise de parole en public, ça peut être toutes les problématiques qu'on peut retrouver dans la nature. Alors, on a la problématique, mais cette problématique, elle est reliée, comme Emmanuel l'a dit sur le reportage, elle est reliée à des croyances et à des valeurs, à quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui fait qu'on soit à cet état-là
avec cette problématique-là. Qu'est-ce qui l'a constitué? Qu'est-ce qui l'a créé le premier jour? Donc, dans mon cas, à moi, personnellement, j'ai compris que c'était une croyance par rapport à la nourriture, une croyance d'enfance qui ne m'appartenait même pas. Donc, c'était une relation que j'avais construite avec la nourriture qui n'était pas la mienne, qui était la vision peut-être de mes parents, de mon entourage, de la société à ce moment-là. Donc, peut-être de manger parce que le repas est posé, pas parce que j'ai faim. C'est juste parce qu'il y a la nourriture et si on ne la mange pas là, elle va refroidir ou X ou Y. Donc, chacun a une relation à sa problématique ou à la chose qui crée sa problématique. Alors, il faut aller chercher quelle est cette relation. C'est un moment, moi, je m'amusais à faire ça. Et après, je me rendais compte que peut-être à table, au lieu de manger et de terminer mon plat, j'avais vraiment du mal et je sentais que mon estomac était plus petit. À un certain moment, peut-être, il y a une consigne aussi que j'avais installée, c'est d'annuler toute la nourriture, les junk food, toute la mauvaise nourriture. Donc, et je jouais avec moi-même. Je passais à côté de chaînes de nourriture pas très bonnes et je me disais, alors tu as envie de rentrer? Et je pouvais même avoir faim et ne pas rentrer. D'ailleurs, même ma relation à la fin, j'ai pu la modifier. Comme quoi, ce n'était pas frustrant, ce n'était pas douloureux, ce n'était pas... C'est vrai? Oui. Ah, j'adorerais changer ce point en particulier. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a envie de faire. Frustrant et douloureux, absolument. Voilà, moi j'ai changé ça par me sentir vivante. Ça me faisait sentir vivante. Oui. Alors, le scientifique, il en pense quoi? Très persuadé par le discours. Ceci dit, si je peux résumer, si je peux me permettre de résumer ce que vous avez dit, au fait, c'est du volontariat. Bien sûr. C'est pouvoir et vouloir s'autocontrôler et avoir un objectif. Oui. Une fois qu'on a ces trois éléments, je pense que tout est possible. Je prendrai aussi l'exemple de ceux qui veulent arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas par les différentes méthodes. Et je pense qu'en faisant de l'auto-hypnose, ils y arriveront. Exactement. Parce qu'il y a derrière une volonté, un objectif à atteindre. C'est un effet placebo pour vous? Placebo, non. Non. C'est quelque chose de fondamental qui va nous permettre, qui va nous aider à aboutir à un objectif. Exactement. C'est-à-dire le fait d'avoir moins de pulsions nutritives, le fait d'avoir moins d'envie, tout ça, c'est l'autocontrôle. Le fait de ne pas vouloir fumer une cigarette dès le matin, c'est un autocontrôle. Et c'est parce qu'on le veut et il faut aboutir, ce que j'ai compris, aboutir à avoir une satisfaction à ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire. Exactement. Voilà. Le seul plus que je dirais, c'est que ce n'est pas un processus conscient. Parce que quand on est conscient de la chose, je ne veux pas prendre ça consciemment, il y a une partie en moi qui va toujours aller chercher à prendre ça, qui va toujours me titiller. Exactement. Ça va être pour l'instant, pour la semaine, pour le mois, mais après ça va reprendre. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des effets yo-yo par rapport à Exactement. la prise de Et poids. moi, j'en parle avec toute ouverture parce que je suis quelqu'un qui a fait durant toute sa vie, depuis mon adolescence, j'ai vécu énormément de cures et de régime, de passage régime, et ça a toujours été vraiment frustrant, ça a toujours été douloureux, ça a toujours été à la limite déprimant à un certain moment. Les derniers régimes, moi je me souviens, ils ont été vraiment déprimants. Alors que maintenant, c'était complètement différent. C'est naturel. Maintenant, moi j'ai une question par rapport à l'auto-hypnose. Si je ne déborde pas un petit Non, peu bien de sûr, temps, allez-y. il y a des personnes qui sont bien sensibles à l'auto-hypnose ou autre, mais qui n'y arrivent pas. Ils ont un objectif, ils veulent bien maigrir, mais rien ne marche. Et c'est des gens qui vont vers la chirurgie, vers la sleeve, vers, pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, je pense bien qu'il y a des personnes chez qui ça ne marche pas. Alors, ça veut dire que c'est des personnes qui sont moins volontaires, qui ont moins de domination, de dominance de leur personne. Moi, je dirais, elles n'ont pas été bien accompagnées. Quand on a un vrai accompagnement, quand on est accompagné par quelqu'un
qui peut rentrer dans notre modèle du monde, dans notre carte du monde, qui n'est pas juste en train de nous orienter de manière rigide. Là, on se laisse aller. Là, on s'ouvre à soi-même. Mais quand on n'est pas bien accompagné ou quand on se met juste à regarder des choses qui nous font peur, comme les spectacles d'hypnose en public et tout ça, c'est normal qu'on se protège, c'est normal qu'on se renferme par rapport à cette méthode et à cette pratique. Alors que c'est une pratique ancestrale, c'est une pratique qui a prouvé sa valeur durant des siècles. Et les cas ne manquent pas de réussite. Mais la condition est d'être bien accompagné. Au départ, pour... Voilà, Alors, au départ. Justement, par rapport... Pardon, Maïsoune, une question. Je voulais juste une petite question Bien pour sûr. demander, est-ce que c'était une pratique qui devait venir en fait en complémentarité avec d'autres pratiques? C'est-à-dire, c'est pour rejoindre un peu ce que vous avez demandé, est-ce que l'hypnose toute seule peut régler peut-être des problèmes plus importants, ou est-ce que vous la recommandez plutôt comme une approche vraiment plus C'est ce que j'ai complète et dit qu'il au faudrait début. peut-être d'autres choses? Exactement. C'est ce que j'ai dit au début. Je mentirais si je disais que c'était que de l'auto-hypnose. D'accord. Il y a tout un processus autour de ça. Donc, on ne peut pas prendre la problématique, voilà, comme monsieur a dit, la cigarette par exemple. Demain, je reçois quelqu'un en cabinet qui me dit je veux arrêter de fumer. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Je ne vais pas appuyer sur un bouton et faire que ce monsieur arrête de fumer. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de la cigarette? Qu'est-ce que cette cigarette vient apporter à cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de remplacer? Quels sont les besoins derrière cet attachement à la cigarette? Et trouver le moyen de les remplacer par quelque chose de plus sain. Quelque chose qui soit en adéquation avec son mode de vie, avec pourquoi pas, ou du sport, ou ça peut être Mais il ne faut pas que ce soit non plus une addiction, parce que tout peut devenir addictif. Ouais. Chocolat, sport, il ne faut pas qu'il y ait un autre comportement addictif qui prend le relais. Voilà, dans un bon accompagnement, on ne tombe pas dans un processus addictif en plus. Mais on comprend déjà, parce que si la personne comprend que, par exemple, quand elle allume une cigarette, elle est en train de fuir quelque chose, elle a envie de quitter un groupe de personnes, donc c'est l'excuse pour sortir. Quand elle est en famille et que les enfants font beaucoup de bruit, c'est l'excuse pour sortir. Quand elle se sent un peu perdue, elle n'a rien à faire, donc c'est l'excuse pour faire quelque chose. Même quand c'est une la satisfaction personnelle, ça. on peut trouver une autre manière d'être satisfait par quelque chose qui ne nous nuit pas. Exactement. Exactement. Mais d'ailleurs, même la nourriture, parfois, on se rue sur quelque chose pour se satisfaire. Exactement. Pourquoi je vais me priver de chocolat? Voilà, pourquoi je vais me priver D'accord. de Donc, petites comment gourmandises? comment tu peux te satisfaire autrement? C'est ça. Et c'est toi qui as la réponse, c'est pas moi, c'est personne. Oui, mais par exemple, si c'est à 9h30, 10h du soir et que tu as une pulsion de sucre, une pulsion de chocolat, et tu te dis ça me ferait plaisir de prendre un petit carreau de chocolat ce soir, et qu'en même temps, tu sais que par exemple, c'est courir qui te fait plaisir, tu ne vas pas sortir courir à 10h du soir. Mais si tu restes sur un petit carreau de chocolat, tu es très raisonnable. Si tu descends la tablette... Ceci dit, la préparation préalable aura permis de ne pas avoir cette pulsion à 10h du soir. Exactement. Eh ben, je passerai par le cabinet. Le docteur, il a tout compris. Ça y est. Exactement. Je vous ai dit que je suis tout à vous, Prêt à intégrer. à adhérer. Alors, Myriam, on a une question pour vous de la part de Soumaïa qui vous dit à partir de combien de séances guidées peut-on pratiquer efficacement l'auto-hypnose? À partir d'une. D'une séance? Oui. On prend rendez-vous après, on se dit tout. Alors, à partir de quel âge d'une... on y adhère? Ah, ça, c'est super question. Très aussi. jeune, il y a des enfants... alors, là, c'est une bonne question. Toutes les autres, elles n'étaient pas bonnes. Il n'y a pas de souci. Non, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas Merci, docteur. Non, parce qu'au fait, comme je disais tout à l'heure, l'inconscient est un enfant de 6-7 ans. Donc, l'enfant, avant les 6-7 ans, il est presque tout le temps en état de transe. Il est en transe ouverte. Donc, il est toujours en état hypnotique.
à partir de Donc tu peux le modifier 8-9 comme ans, tu veux. Oui, on peut jouer d'ailleurs les métaphores. C'est un outil d'hypnose qui est extraordinaire. Avec les enfants, ça a un effet extraordinaire. En racontant une histoire à un enfant, en jouant, en mettant toutes les valeurs, tous les messages qu'on a envie de transmettre à cet enfant, on fait un travail magnifique. Ça, c'est un sujet à venir, justement. tiens. Avant 6 ans, comment éduquer grâce aux métaphores? Oui, Parfait. Parfait. Et donc, à partir de ces 7 ans, de 8-9 ans, les enfants adhèrent parfaitement à l'hypnose. On peut avoir une vraie séance d'hypnose avec eux. Et pour revenir à la question de la dame, en une séance, déjà, on crée un chemin. Après, pour travailler sur un objectif, ça dépendra de l'objectif. Il y a des objectifs qui ont besoin de plus de séances. Et après, elle pourra travailler en auto-hypnose chez elle. D'ailleurs, chaque auto-hypnologue, chaque hypnologue qui se respecte va demander un travail quotidien à ses patients. Si les patients ne sont pas prêts à faire ce travail, ce n'est même pas la peine d'aller voir un hypnothérapeute. Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Merci C'était à un plaisir d'échanger avec vous en toute sincérité de ce sujet. Myriam Zaim, coach et hypnothérapeute. Voilà. Alors, justement, parlant d'hypnose, est-ce que ça peut aider à construire le lien maternel, le lien d'attachement, comme vous l'appelez, Maysoun Rahmouni? Eh bien, on vous posera la question tout à l'heure. On reste ensemble, justement, pour continuer l'émission. Et on y va. Et donc, on en parle avec vous, Maysoun Rahmouni, vous êtes spécialiste en accompagnement périnatal. Exactement. Alors, ce lien maternel, moi je l'appelle le lien maternel, vous l'appelez l'attachement maternel, Oui. Mais c'est la même chose? C'est la même chose. En fait, moi, tant qu'on ne parle pas d'instinct maternel ou d'amour maternel, moi, ça me va très bien. Instinct maternel, pourquoi ça vous dérange? Écoutez, l'instinct maternel, comme l'amour maternel, pour moi, c'est un terme qui n'est pas précis. On en a parlé beaucoup depuis longtemps. C'est vraiment bien implanté dans notre culture. Et ça induit, en fait, que c'est quelque chose qui doit venir, qui va de soi. Qui va de soi, c'est ça. Qui va de soi. Et donc, ça apporte aussi beaucoup de culpabilité parfois. Et donc, moi, je préfère parler de lien parce que, pour des gens, l'instinct maternel et l'amour maternel, on peut mettre plein de choses très différentes en fonction des personnes. Alors que quand on parle de lien, il y a vraiment l'idée de la construction de quelque chose qui va venir au fur et à mesure avec le temps et avec l'expérience que va vivre la maman avec son bébé. Alors, on a justement pas mal de mamans qui ont accepté de nous répondre en toute sincérité, là aussi, avec beaucoup de tendresse et d'affection et d'amour pour leur bébé, de ce lien maternel. J'ai peur de dire instinct maternel. Non, pas de souci. C'est juste, voilà, je trouve ça plus intéressant de parler des maternels, mais on en parle, c'est vrai que couramment, on dit plus instinct maternel. Mais c'est ça, c'est culpabilisant pour les mamans qui sont dans... Ouais, maman et papa, on va dire, le aussi, lien d'attachement concerne les papas aussi. Bien sûr. On regarde? Oui. Et on revient. L'attachement maternel, pour moi, est un sentiment qui s'est développé dès les premiers instants où j'ai su que j'étais enceinte. Cet attachement, il se crée dès qu'on sent qu'il y a une vie à l'intérieur de nous. On le sent au premier moment où on voit bébé face à nous, une fois on donne naissance à ce petit être. C'est un sentiment d'appartenance, de dire c'est moi qui l'ai créé, il est là, il est pour moi. Ce lien, il se développe davantage et c'est un lien très intense. Une fois que le bébé est corps à corps avec la maman, donc ce lien, il devient encore beaucoup plus fort. Jour après jour, mois après mois, ce lien se renforce à travers les petites nuits, les petits cris, les petits pleurs, le portage, les petits câlins, etc. Et davantage pour moi à travers l'allaitement. Moi, je n'ai pas mis d'écharpe de portage. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas créé d'attachement avec mon enfant. Nul ne pourrait connaître l'amour et l'attachement que porte une maman envers son petit que ce petit lui-même. Et cela ne veut pas dire qu'une maman qui ne donne pas naissance à un enfant ne peut pas créer cet attachement. Ce lien ne se développe pas uniquement pour une maman biologique, mais avec aussi une maman adoptive qui saura donner tout l'amour possible à ce petit enfant. Et donc, aimer sans compter son enfant, aujourd'hui, c'est la meilleure technique qui crée ce vrai attachement. Alors, vous pensez quoi de tout ça, Maysoun Rahmouni? On a entendu beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de preuves d'amour, des choses très différentes aussi entre les deux mamans. Donc,
C'est beau à entendre. Alors les deux, en fait, déjà je voulais revenir sur un point parce que les deux ont parlé du lien d'attachement à différents moments. Une maman a dit que c'était quand elle a connu son bébé, quand elle l'a vu, la première rencontre, et une autre c'était à partir du moment où elle l'a senti bouger dans son ventre. Donc voilà, moi tout ce que je voulais dire c'est que déjà le lien d'attachement, il peut même se créer encore même avant la conception de ce bébé. Donc c'est très profond, il peut même, la maman va peut-être aussi fantasmer, imaginer, rêver ce bébé-là. Il y a certaines mamans qui parlent déjà de prénoms qu'elles donnent à leurs enfants. Donc voilà, ce lien-là peut se construire même très très tôt, même avant la conception du bébé. Donc, et ça peut se construire aussi très tard. Il commence et il peut se construire aussi très tard. Donc l'idée c'est qu'il n'y a pas de règle. Chacun le vit à sa manière et c'est effectivement comme elles ont dit, on peut être mère biologique. Ce lien, on peut parler de lien d'attachement avec la maman, avec le papa, avec une grand-mère, avec une éducatrice, avec beaucoup de choses. Et l'idée c'est que ce lien, en fait, comme j'ai dit, il vient avec le temps et avec l'expérience, avec l'échange. Et donc pour ça, pour construire un bon lien, il faut de la présence et il faut de la disponibilité et de la sensibilité aux besoins de ce bébé. En fait, c'est Alors, ça. on va aller là où ça fait mal, parce que c'est un petit peu ça le but. Quand ce lien n'est pas aussi naturel et spontané, pour la maman, par exemple, elle accouche d'un bébé et puis elle a presque honte, elle a du mal à le dire, à dire « je ne ressens rien, pour moi c'est un étranger, pour moi c'est pas mon enfant ». Donc, est-ce que c'est un problème d'attachement ou c'est des choses qui arrivent ? Pas du tout. Bon, c'est des choses qui arrivent très souvent et justement, mais les gens n'osent pas forcément en parler parce qu'on parle beaucoup de merveilleux, de sentiments merveilleux, très forts, etc. Mais il y a beaucoup de mamans qui ne le vivent pas tout de suite et c'est normal aussi. Disons qu'il n'y a pas de règle. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Et moi, je déculpabilise tout de suite ces mamans-là. C'est pour ça que le terme instinct maternel, du coup, là, dans ce genre de cas, il est culpabilisant. Et tout de suite, je leur dis, je leur montre comment favoriser ce lien-là. Il y a plein de petits outils qu'on peut mettre en place pour construire et pour aider à construire ce lien-là. Donc, ce que je leur recommande, donc, comme j'ai dit, c'est de la présence et c'est de la sensibilité aux besoins. Quand je parle de présence, je dis tout de suite, déjà, on ne parle pas de la maman qui est là tout le temps. Je parle vraiment d'être, au moment où la maman est disponible pour son enfant, où elle est là, c'est que tous ses sens soient à l'écoute, qu'ils soient là pour répondre aux besoins de ce bébé. C'est-à-dire qu'elle peut être là toute la journée. On peut avoir une maman qui est là toute la journée, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là avec son bébé. Elle n'est pas émotionnellement là. Elle ne construit pas ce lien d'attachement, cette interactivité émotionnelle sécurisante pour le bébé. Et elle n'est pas très sensible à ces besoins-là. Donc, il faut que quand elle soit là, en tout cas, qu'elle soit sensible à ses besoins. Donc, c'est ça l'idée, qu'elle essaye de construire un attachement qui va être sécuritaire pour le bébé. Donc, répondre à ses besoins dès que possible, essayer de l'aimer un maximum. Donc, c'est une question d'amour. Et là, le contact corporel est essentiel aussi. Donc c'est pour ça que moi, dans tous les petits outils que je vais proposer aux mamans, toutes les petites choses qu'elles peuvent mettre en place pour que le lien d'attachement se construise dans le quotidien, parce qu'en fait l'idée c'est de multiplier les petites expériences de vie. Et plus on va les multiplier à travers du contact corporel, plus justement le lien d'attachement va venir. Parce que c'est aussi une histoire d'hormones. Et les hormones, en fait, quand on va se mettre à sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, on a besoin de 7 secondes pour se mettre à sécréter de l'ocytocine. Donc une maman qui touche son bébé, qui le tient plus de 7 secondes, elle va se mettre à sécréter cette ocytocine-là, son bébé aussi, et donc ça aussi, ça va favoriser le lien. D'où l'intérêt aussi de l'allaitement ? D'où l'intérêt de l'allaitement, mais pas que. Encore une fois, on ne culpabilise pas les mamans qui n'allaitent pas. Avoir leur bébé dans les bras et donner un biberon, c'est la même chose. Avec beaucoup de tendresse et d'amour. Beaucoup de pot à pot, parce que là, c'est encore plus intéressant. Donc, c'est pour ça que je recommande beaucoup aux mamans de faire le pot à pot dès la salle d'accouchement. Le pot à pot, le portage, les caresses, les câlins, le fait de parler à son bébé, le fait d'essayer d'échanger, maman comme papa, tout ça va faire que ce lien-là va se construire au fur et à mesure. Donc, il faut se laisser le temps. Déjà, l'idée première, c'est de lâcher prise et laisser le temps et laisser ce lien se construire sans pression. C'est ça, mais c'est bien aussi de revenir sur les papas aussi, leur implication, parce que quand on parle d'attachement maternel, on a l'impression que ça exclut un petit peu ça exclut les papas et que seules les mamans doivent avoir cette relation. Du tout. Oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas sur le même piédestal. Une maman, elle va ressentir les choses dans son corps. Elle a 9 mois déjà pour commencer ou pas à créer un lien. Le papa, il arrive un petit peu après, mais pareil, il peut tout de suite aussi, en étant en contact, en multipliant les petites expériences de vie avec son bébé, tout de suite créer l'attachement. Donc ça commence dans la salle d'accouchement quand le papa, si le médecin peut donner le bébé au papa,
repas, lors des consultations même avant. prénatales. Voilà. Tous les rendez-vous avec bébé sont... Maintenant, on ne va pas dire que les papas, s'ils sont absents des consultations prénatales, ne se désintéressent, pas du tout. bien sûr. Donc l'attachement peut être vécu autrement. Mais ça vous parle beaucoup, docteur. Depuis tout à l'heure, je vous vois acquiescer. Oui, tout à fait, parce que c'est un sujet qui, effectivement, parfois on est confronté, la grossesse, les femmes ont envie d'accoucher le plus tôt possible, le plus rapidement pour découvrir leur bébé. Et en fin de compte, quand elles accouchent, elles sentent le poids, la charge, aussi bien émotionnelle que physique, Les nuits, les nuits et c'est tout ça. ça. Et on commence à voir des femmes. On vous des rassure, mamans- on a toutes ressenti ça. Je peux dire toutes? Oui. Toutes. Oui. Tous aussi. Tous aussi. En tant oui. que papa, exactement. C'est humain, il ne faut pas Voilà. culpabiliser. Et donc, du coup, les femmes, les mamans culpabilisent, dorment mal, mangent mal et font du baby blues. Donc, tout ça, si c'est bien préparé au préalable, si on déculpabilise cet attachement, cet instinct maternel, entre guillemets, ben, ça se passe mieux. C'est ça, parce que culturellement aussi, on prépare l'arrivée du bébé, mais on ne prépare pas le devenir de la maman et là des aussi, parents. chose très importante, on va dire au Maroc, mais dans nos cultures méditerranéennes, c'est la maman, justement. Elle doit avoir automatiquement cet instinct, elle doit se comporter de telle manière, elle doit allaiter obligatoirement. Tout ça, c'est des préjugés. On a le poids de la culture. C'est le poids de la culture. Exactement. Et quand la femme accouche, et là, dans beaucoup de familles, il y a tout le monde qui est là. La maman n'a plus ce moment de solitude avec son bébé, de développement. Qui est important. Et ça, c'est très important. Il faut L'intimité de repos aussi. exactement. Repos, intimité pour pouvoir... Entre les 9 mois de gestation, l'accouchement, voilà. Bref, bon courage aux futurs parents. On va marquer une courte pause et on revient pour les questions des téléspectateurs. On ira aussi danser un petit peu avec Atman tout à l'heure, vous allez voir tout ça. Et puis on parlera de fertilité avec vous, docteur Snahaji. À tout de suite. Et on espère que vous êtes bien installés devant votre télévision justement pour suivre cette deuxième partie d'On se dit tout aujourd'hui. Alors on se dit beaucoup de choses bien sûr. On a parlé d'auto-hypnose avec Merim Zahem qui est habituellement sur le plateau de l'émission en tant que coach scolaire. Mais aujourd'hui elle était avec nous et elle est avec nous en tant qu'hypnothérapeute. Merci beaucoup Merim d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Docteur Wassim Snahaji, vous êtes médecin gynécologue. On va parler de fertilité tout à l'heure avec vous dans un petit moment. Mais pour l'heure, c'est toujours avec vous Maysoun Rahmouni. Vous êtes spécialiste en accompagnement périnatal et l'instinct non, lapsus, il ne fallait pas le dire, l'instinct maternel, non, pip, c'est interdit sur ce plateau, il ne faut pas le dire aujourd'hui. C'est l'attachement maternel, voilà, on parle d'attachement maternel parce que cette notion d'instinct, au contraire, culpabilise énormément les mamans. On a une question pour vous, c'est Majda qui vous demande, ma relation avec mon enfant risque-t-elle d'être affectée si je ne l'allaite pas ? Bah, écoutez, non. Alors, clairement, bon, l'allaitement, c'est quand même ce qu'il y a de plus recommandé pour un enfant. On ne va pas dire non plus que ce n'est pas quelque chose de bon. C'est ce qui est recommandé pour le bébé. C'est la meilleure nourriture qu'elle puisse lui donner. Maintenant, on peut compenser. Disons que c'est une occasion en plus. L'allaitement est une occasion en plus de créer cet attachement-là et de répondre aux besoins de ce bébé-là de la meilleure façon. Après, il y a plein d'autres façons et ça ne changera en rien la relation, vu que l'essentiel, c'est de répondre à son besoin de câlin, de nourriture aussi. Parce que le toucher, on parle de toucher nourrissant, qui est tout aussi important que la nourriture. C'est vrai. Donc, voilà. Tant qu'on répond à son besoin de façon avec amour et quand il faut, il n'y a aucune raison. Quand la maman que ce ne soit peut allaité vraiment ou pas allaiter pour Bien une sûr. raison ou pour une autre, il ne faut pas Il n'y qu'elle a pas, voilà, culpabilise. du tout. La tendresse. En tout cas, ça ne changera rien au lien d'attachement. Il n'y a pas de culpabilité à avoir ne par peut rapport à pas là. ou ne veut pas. Ou ne veut Ou pas. ne veut pas aussi. C'est ça. C'est un choix. C'est un droit. Vous lui donnez ce droit, Ah oui, docteur bien sûr. Complètement. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pression sur, Oui. sur les mamans, justement. Oui. Ce retour à l'allaitement maternel, qui est encore une fois, bien sûr, connu et reconnu pour ses vertus, pour la maman aussi, prévention de certains cancers, notamment cancer du sein. Maintenant, les évolutions scientifiques nous permettent d'avoir un lait artificiel qui pourrait apporter pratiquement la même chose. Maintenant, l'allaitement au sein consolide cette relation bébé-maman, apporte de façon gratuite le lait. Donc, il y a plein d'avantages. Mais celle qui ne veut pas allaiter, il ne faut pas la forcer. Il ne faut pas la C'est forcer, sûr. c'est ça. Une Au bonne contraire, maman- ça peut créer... Pardon, allez-y. Non, moi je dis toujours une bonne maman, c'est une maman à l'aise dans ses choix. Et C'est ça, ça. je leur dis tout de suite dès le départ, tout en disant bien sûr que l'allaitement, il y a beaucoup de bénéfices à allaiter, mais
tant qu'elle est à l'aise dans ses choix, il faut les soutenir, quel que soit le choix. Absolument. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous mettre Avec à l'aise. plaisir. C'est un plaisir de Avec vous grand avoir. plaisir. Merci. Alors, on a parlé d'auto-hypnose, on a parlé d'attachement maternel. Là, ce que je vous propose, on est dimanche matin quand même, un peu d'activité physique ne ferait pas de mal. Allez, on teste un cours de danse avec vous, Atman. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Souvenez-vous, nous étions venus dans un studio de danse pour tester un cours de modern jazz et de Pilates for Dance. Zineb nous avait également parlé d'un atelier spécifique créatif pour les enfants. Alors cela peut paraître très intriguant, mais je vous rassure, je n'ai absolument aucune idée de comment va se dérouler la séance d'aujourd'hui. Mais pour en savoir davantage, allons rencontrer tout de suite Zineb. Salut Zineb, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, Atman, je te remercie. C'est surtout à toi qu'il faut poser la question. Ça va très bien, j'avais adoré le cours de modern jazz, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler des adultes, mais plutôt des enfants. Effectivement, on a des cours pour adultes, mais on a aussi des cours pour enfants. On voit la danse à la fois comme un sport et un art. Un sport parce que ça reste une activité physique qui leur permet de se dépenser, mais c'est également une activité de l'esprit, dans le sens où ça leur permet de développer leur créativité, notamment grâce au cours de Creative Dance. Alors c'est quoi cette sorte de creative dance? D'où ça vient? C'est un concept qui est très développé à Londres, donc que j'ai importé au Maroc. On va sortir du schéma classique où l'enfant va répéter, copier les mouvements du professeur. Là, c'est l'enfant qui va lui-même créer ces mouvements. Ça a beaucoup de bienfaits. La première chose, c'est que ça leur permet de gagner en confiance en eux et de vaincre leur timidité. La deuxième chose, c'est que la danse, ça reste un moyen d'expression, donc ça leur permet de s'exprimer autrement que par la parole, en utilisant leur corps. Et finalement, un bienfait qui est très important aussi, c'est que ça leur permet de développer leur esprit collaboratif. Et donc, c'est des choses qui vont leur servir dans leurs relations sociales plus tard. Et du coup, alors qu'est-ce que je vais tester pour les téléspectateurs aujourd'hui si c'est pour les enfants? Atman, on est tous des grands enfants, finalement. Il n'est jamais trop tard pour développer sa créativité. La créativité, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de limite. Donc je te propose de participer au cours avec nous. Let's go. Let's go. Bonjour les filles, comment ça va aujourd'hui? Bien. Alors aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Atman. Bonjour Atman. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'échauffement. Donc Atman, tu nous suis et on commence avec Zineb. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. C'est Atman. Eh ben donc là, c'est l'échauffement. Exactement. Maintenant qu'on a terminé l'échauffement, on va pouvoir attaquer le premier exercice. Donc là, l'objectif, les filles et les garçons, c'est que vous allez travailler en trio. Donc on va avoir un premier groupe, un deuxième groupe. Donc Alia, tu vas choisir une planète, Rania une planète, Atman une planète. 2 mouvements, 2 mouvements, 2 mouvements, ça fait 6 mouvements. Et vous allez ensuite présenter la chorégraphie au deuxième groupe et inversement. Bon, alors nous on va aller choisir nos planètes. Vous choisissez vos planètes et que le meilleur gagne. Alors, allez, venez, on va travailler sur nos planètes. Allez, à tout de suite. Bon, alors il faut qu'on choisisse nos planètes. Toi, tu prends quoi comme planète? La planète instable. Allez, ensemble. Ok, le deuxième mouvement. Et moi, je vais prendre la planète qui colle. D'accord? Pas genre, on bouge les jambes en même temps. Ah, on bouge les jambes, donc plus on bouge comme ça. Allez, on essaie. Ok. Alors maintenant, il faut mes mouvements à moi. Alors vous allez m'aider parce que moi, je fais pas creative dance. Ok. Et l'autre main. Ok. Maintenant, vous enchaînez les 2 premières planètes. Le temps s'est écoulé. C'est le moment de présenter vos chorégraphies. Allez, c'est parti. Quand vous voulez. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a les filles? Ok. Instable, oui. Planète instable. Qu'est-ce qu'on Et le Et le temps. Bravo les filles. Allez, c'est parti. C'est léger et aérien et collant. Exactement. Bravo. 1, 2, 3, creative dance. Alors, Atman, qu'est-ce que t'as pensé du coup? Eh ben écoute, j'ai trouvé ça génial. Je me suis éclaté pendant 1 heure avec vous et c'est la première fois que je fais un cours de danse où en fait il faut recréer ce qu'on a dans la tête en termes de créativité avec le corps. En tout cas, c'était génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui pour faire ce cours. Merci beaucoup Zineb de nous avoir reçus dans ton studio. Chers téléspectateurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Et Yasmine, je te rends l'antenne.
C'était bien quand même hein, de voir ces enfants s'amuser Super. comme ça. Ça donne envie. Ça donne envie, exactement. Bon, allez, on va parler d'un autre sujet. On s'est détendu maintenant, mais là, on va parler d'un sujet sensible parce que malheureusement, le quotidien n'est pas fait que de belles choses. Il est aussi parfois fait on va dire, de choses beaucoup plus délicates. On y va. Alors avant d'en parler avec vous, docteur, on va voir le côté psychologique justement de ce sujet. Quel est l'impact pour les patients et les patientes du cancer et puis de la fertilité, voire de la peur de perdre sa fertilité? On regarde. La peur de perdre sa fertilité se pose bien entendu chez les patients qui ont le cancer. Aujourd'hui, on survit au cancer grâce au progrès de la médecine, grâce au progrès des traitements oncologiques, surtout que pour les hommes et pour les femmes, le besoin d'enfanter, ça répond aussi à énormément d'autres besoins humains, à savoir aimer, être responsable d'un enfant, lui transmettre nos valeurs et aussi continuer à vivre à travers l'enfant. Et ce que je conseille à tous nos patients pour que justement ils puissent aller au-delà de cette anxiété qui est tout à fait légitime, c'est d'en parler et d'en parler dès le début à leur médecin traitant. Comme ça, dès le départ, ils peuvent tout de suite mettre en place des traitements conservateurs ou des procédures, par exemple par la congélation de sperme ou par la congélation d'ovaires ou autre. Bien entendu, la priorité reste d'abord à sa propre vie, mais c'est important aussi qu'ils puissent en parler librement, sans complexe, se projeter dans cet avenir et préserver au mieux toutes leurs chances de fertilité future. J'ai en tête justement l'exemple d'un patient qui a été touché très jeune par un cancer du testicule. Et à ce moment-là, il n'avait qu'une petite fille. Il était extrêmement inquiet. Est-ce qu'il allait vivre et survivre déjà? Mais il était aussi inquiet pour son futur de papa parce qu'il aurait bien aimé avoir d'autres enfants. Et son médecin lui a proposé de congeler du sperme. Et alhamdoulilah, il a non seulement survécu, mais il a pu avoir des enfants même sans avoir recours à son sperme congelé. Alors justement, moi, en fait, ce reportage ou cette explication de cette psychologue nous rappelle aussi que les hommes sont touchés par cette envie de procréer, ont aussi cette peur de perdre leur fertilité. Souvent, dans l'inconscient, on a l'impression que c'est juste les femmes qui y pensent, docteur. En fait, la conception, ça concerne deux êtres humains, c'est la femme et l'homme. Et donc chacun apporte on va dire, des gamètes de son côté. Et donc, l'infertilité peut toucher aussi bien l'homme, être d'origine aussi bien féminine que masculine. Et donc, s'il y a absence de spermatozoïdes, il n'y a pas de fécondation, absence d'ovocytes, pareil. Et le cancer, effectivement, peut altérer par les traitements que subissent ces gens-là, parfois très jeunes, peut affecter la formation de ces gamètes, aussi bien chez l'homme, la spermatogénèse, que chez la femme, le développement folliculaire et ovocytaire. Donc c'est le traitement qui impacte ou c'est la maladie en elle-même? Alors c'est souvent le traitement. Le traitement que doivent subir ces personnes-là. On a entendu dans le reportage le cancer du testicule. Alors souvent, on est amené à faire des ablations testiculaires et donc qui altèrent la fertilité de l'homme. Et donc si au préalable, on a un recueil de spermatozoïdes qui est congelé, qui est conservé, ben, on pourra s'en servir ultérieurement pour aboutir à une grossesse avec des ovocytes féminines. Alors aujourd'hui, est-ce que ça se fait automatiquement? Alors aujourd'hui, est-ce que ça se fait automatiquement? Ça devrait l'être. Le problème qu'on a au Maroc, c'est que quand on entend le mot cancer, on s'attache à guérir de ce cancer, à ne penser qu'au cancer et on oublie tout le reste. La vie d'après. La vie d'après. Sachant que maintenant, il y a des enfants qui peuvent être atteints de lymphome et qui doivent subir une chimiothérapie et qui altèrent leur capacité à être fertiles ultérieurement. Donc peut-être que les parents ne sont pas conscients de cette problématique devant leur enfant, est-ce qu'il va guérir, est-ce qu'il va survivre, mais les progrès scientifiques actuels nous permettent de dire que dans la majorité des cas, il y a une espérance de vie qui est maintenue, qui est au beau fixe. Et donc, du coup, il faudrait s'attacher à informer non seulement le public, parce que là, dans le reportage, quand les gens incitent les gens à formuler leurs demandes. Mais non, il faudrait que le thérapeute, celui qui va s'occuper de cet enfant, celui qui va s'occuper de cette femme, de cet homme, qui est en plein désarroi par l'annonce du cancer,
pense au volet C'est à lui de l'orienter. d'orienter et d'informer. Vous pouvez. Bien sûr. Voilà, vous Vous pouvez pouvez conserver, vous pouvez avoir une conservation de votre fertilité ultérieure si elle est Ça coûte altérée. cher? Combien ça coûte? La conservation en elle-même. Alors, une conservation de spermatozoïdes, C'est des banques spéciales? c'est des banques qui sont maintenant cadrées. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour dire que la loi 4714 vient de sortir sur l'encadrement de la procréation médicalement assistée au Maroc. Elle vient de sortir sur le journal officiel, sur le bulletin officiel le 4 avril, c'est tout récent, qu'elle a fixé les conditions de conservation des gamètes. Bien sûr, la conservation des gamètes peut se faire chez des couples mariés. Maintenant, la dérogation est faite pour les cas de cancer. Ou quand, alors, le texte dit que quand il y a un traitement qui va baisser la fertilité, ou quand on a conscience d'une maladie qui va entraîner une insuffisance de fertilité précoce. Ça, c'est les conditions de préservation de la fertilité par une congélation de spermatozoïdes chez les jeunes non mariés, par une conservation soit de tissu ovarien, soit d'ovocytes chez la femme, soit en intraconjugal quand les gens sont mariés et que, par exemple, la femme va avoir un cancer de l'ovaire ou du sein. Sachant que le cancer du sein est le plus fréquent au Maroc et donc on en voit de plus en plus et chez des femmes de plus en plus jeunes. Donc leur conservation de fertilité peut se faire, peut s'opérer, qu'ils aient ou pas, ces couples-là, qu'ils aient ou pas déjà eu un enfant, ils peuvent conserver des embryons fécondés. D'accord. Et ça passe par une procédure de fécondation in vitro. Bien sûr, la procédure de fécondation in vitro, ça coûte ce que ça coûte. On va dire pour un traitement complet, ça tourne autour de 35 à 50 000 dirhams. Maintenant, la congélation de sperme en elle-même, ça coûte 3 fois rien. Quand je dis 3 fois rien, ça ne coûte pas cher. Mais il faut juste que les gens soient informés, que les thérapeutes, et je parle aux oncologues, aux hématologues qui s'occupent des enfants, toutes les personnes qui s'occupent de cancer, doivent avoir ce réflexe de proposer. Alors, il y a combien de banques au Maroc aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut parler de banques, entre guillemets? Au fait, il y a des centres de PMA, des centres de fertilité. D'accord. Alors, on en dénombre, je dirais 19 exactement, on va dire une vingtaine au Maroc, au jour d'aujourd'hui, mais tous ne pratiquent pas la congélation. D'accord? Donc, il y a des centres répertoriés, connus, les médecins le savent, qui pratiquent cette congélation de spermatozoïdes dans des conditions optimales, avec un consentement, avec des examens complémentaires préalables pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Donc, ça se fait actuellement. Je parle des centres que je connais qui font les choses dans les normes et comme ça a été édicté par la loi actuelle qui vient de sortir. Et donc, on n'a plus ce souci de, bien sûr, le consentement, une conservation avec une durée bien précise qui peut être renouvelée si l'âge de l'enfant a été jeune lors de la préservation, lors de la congélation. Et donc, cette durée a été fixée à 5 ans, mais renouvelable en fonction de l'âge de la personne concernée. Bien sûr, on ne va pas conserver une fertilité pour quelqu'un, pour une femme, on va dire, qui a 37 ans, et on ne va pas lui conserver pendant une dizaine d'années. Chaque 5 ans, on fait le point. D'accord. D'accord. Donc, les centres existent. La manière de procéder est maintenant chose courante dans les centres qui pratiquent ce genre de congélation et de préservation. Il faut informer. Il faut informer et il faut que les gens aient ce consentement et adhèrent à cette procédure. Alors, on a des questions de téléspectateurs pour vous, téléspectatrice. Amal qui vous dit quelle période pour envisager une grossesse après un cancer de la thyroïde? Combien de temps en fait? Alors, la thyroïde, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je dirais que, en gros, en général, un cancer, une fois qu'il est en phase de rémission, qu'il n'y a plus de risque de récidive, on peut envisager une grossesse derrière. Maintenant, en quelque sorte, à partir de combien de temps, on va dire, le corps élimine les résidus du traitement?
Alors, ce n'est pas une question d'éliminer les résidus du traitement. C'est au fait, je prends le cas du cancer du sein. Le cancer du sein, une fois qu'il est traité chez une femme jeune, il n'y a pas que le traitement immédiat à la phase aiguë. Il y a la chimiothérapie, éventuellement la radiothérapie, la chirurgie. Et par la suite, on peut avoir un traitement complémentaire d'hormonothérapie qui peut durer 5 ans. Donc, est-ce qu'on va attendre jusqu'à terminer les 5 ans d'hormonothérapie qui font partie du traitement adapté à ce type de cancer, à ce type de pathologie, et le fait d'arrêter avant ou de ne pas le donner pourrait augmenter le risque de récidive. Donc, sachant que aussi, une grossesse, je parle du cancer du sein, une grossesse peut entraîner un coup de fouet à un cancer qui est toujours là, qui est sain. D'accord. Mais est-ce qu'une femme peut tomber enceinte malgré la prise de ces médicaments? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne sont pas dangereux pour le bébé? Alors, la prise de ces médicaments, une fois qu'on a décidé que cette femme pourrait tomber enceinte, ces traitements sont arrêtés. D'accord. Ils sont incompatibles avec un traitement, avec une grossesse. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, on préconise, ils sont eux-mêmes, on va dire, ils bloquent la grossesse, et quand ils ne le sont pas, on préconise une contraception adaptée pour qu'il n'y ait pas de risque de grossesse et de complications fétales. Maintenant, concernant le cancer du sein plus spécifiquement, de plus en plus, on peut, chez une femme désireuse de conception, au bout de 3 ans après un cancer, on va donner cette moyenne de 3 ans après, elle peut envisager, bien sûr, après avis de son thérapeute. C'est ça, absolument. Et puis ça répond en quelque sorte aussi à la question d'après celle de Noël, les séances de radiothérapie sont-elles sans danger sur la fertilité? Ça dépend où est-ce qu'on envoie les rayons. C'est ça. Si on envoie les rayons sur le sein uniquement, ça ne pose pas de problème. Mais si on envoie les rayons parce qu'on a envie de stériliser toute la machine hormonale et qu'on envoie des rayons sur les ovaires, bien sûr, ça va altérer les ovaires. En tout cas, on pourrait revenir justement sur ce sujet, parce que grossesse et cancer aussi, c'est un sujet qui est très important. Des mamans qui se découvrent enceintes alors qu'elles sont malades, des mamans qui se découvrent un cancer alors qu'elles sont enceintes, c'est des choses aussi qui arrivent. Bien sûr. Le cancer n'est pas forcément loin d'une grossesse. Malheureusement, voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir, Madame Zaïm. Notre hypnothérapeute, c'est ça? En herbe ou certifié? Certifié. Confirmé. Ça fait déjà quelques années. Eh bien, super. Maïson Rahmouni, spécialiste en accompagnement périnatal, et puis Dr Wassim Senhaji, médecin gynécologue. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne, à Casa, à Rabat et à Tanger. Et à très vite sur les ondes de Médien et sur Médien TV. Au revoir.